Là, un démantèlement de l'Occident. Alors, ce ouvrage, je vais succinctement le présenter, sans trop déflorer sa nature, parce qu'il y a plein d'enjeux qui se posent dans ce livre. Donc, Jean-Clé Martin revient sur la pensée de Derrida et la traverse, littéralement, on va voir pourquoi, afin non seulement d'exposer des concepts, et de voir l'impact qu'il a eu sur l'Occident, et la pensée occidentale notamment. Alors, cet ouvrage se fait au fil de l'écriture, vraiment, puisque Jean-Clé Martin commence là où Derrida s'est laissé lui-même, c'est dans un grand séminaire qui s'appelait La Bête et Souverain, où il traite notamment de la figure de Robinson. Et donc, c'était un naufrage, c'est par un naufrage que débute ce livre de philosophie, qui quelque part peut se lire comme un roman. Et donc, la prouesse de Jean-Clé Martin est de réussir, tout en développant cette écriture très fine, très attentive à chaque mot, à réouvrir les concepts de Derrida et à les emmener jusqu'à l'animal, l'ami, à la fin de l'ouvrage. Alors on va essayer, par petites touches, de suivre ce parcours, de saisir aussi les concepts derridiens, ceux qu'ils ont bousculés, déstabilisés. Alors Jean-Clé Martin. Donc cet ouvrage commence par la figure de Robinson. Alors, pouvez-vous nous expliquer tout de suite en quoi cette figure de Robinson peut-être se faire la porteuse d'un constat de Jacques Derrida? Merci d'abord de cette invitation, merci également d'être venu nombreux écouter sans doute ce que peut être un naufrage, puisque en effet, c'est par là que j'entre dans l'œuvre de Derrida, peut-être parce que Derrida était lui-même pris dans une difficulté en France d'installer d'ailleurs, le mot n'est pas exact, de déplacer en tout cas la pensée en direction de quelque chose qu'il appelle la différence. La différence, c'est un mouvement qui va se désapproprier ou se désarticuler sans doute aussi, mais en tout cas se détacher de ce que de ce qui relèverait de l'institution. Donc Derrida est un penseur qui du coup a eu en France quand même un certain nombre de positions fortes, notamment dans le milieu universitaire où Derrida n'a pas eu la possibilité de trouver un débouché, enfin je veux dire en tout cas au moins une lecture attentive de ce qu'il a pensé, si ce n'est peut-être à Strasbourg par le biais précisément de Jean-Louis Nancy ou de Philippe Labarthe. Bon, et donc c'est cette difficulté même de penser, cette difficulté de penser en dehors de l'institution qui m'a amené à rebondir sur le final posthume, en tout cas, de l'œuvre de Derrida, puisque c'est un séminaire qui a été publié après sa mort, et donc un final posthume où Derrida croise deux figures de la pensée et de la littérature, à savoir Heidegger, d'une part, et d'autre part Robinson. Heidegger, pourquoi? Peut-être sans doute parce que Heidegger a eu cette exigence philosophique qui consistait à ramener la pensée à ses fondements, à retourner la philosophie, à la retourner dans sa propre constitution, selon un mouvement de ce qu'il appelle l'explicitation, ou l'Auseinandersetzung, qui ne veut pas simplement dire expliquer, mais qui veut plutôt dire, sans doute déjà, déconstruire. Alors, Robinson est cette figure qui, aux yeux de Derrida, à travers le naufrage, qui est un naufrage malarmien, parce que bon, il faut bien savoir que Derrida, avant d'en arriver à cette figure littéraire de Robinson, avait beaucoup travaillé la question du coup de dé de Mallarmé, où évidemment la chute des dés, la manière dont ce cours de dé s'installe dans la langue, est à la fois un démantèlement de la langue, d'une part, puisqu'il n'y a plus
d'articulation qui soit raisonnée. Enfin, le goûter de Mallarmé, c'est de l'ordre de la dissémination, mais c'est un naufrage. Il s'agit d'un navire qui sombre. Le goûter de Mallarmé n'est rien d'autre que l'histoire de quelque chose qui n'arrive jamais à destination. Et tant et si bien qu'au fond, on est dans la littérature, avec Rimbaud également d'ailleurs, on est dans quelque chose où l'écrivain contemporain apparaît comme celui qui ne peut plus trouver d'ancrage sur aucun territoire. C'est l'écrivain qui ne peut pas simplement reproduire ce qui a déjà été écrit, ou en tout cas c'est un mode d'abandon de l'écrivain, un mode d'abandon où il ne s'agit pas, au fond, de s'appuyer sur l'existence d'un Dieu. Par exemple, l'écrivain n'est plus celui qui va créer selon un modèle de ce qui était installé comme quelque chose comme un fondement, sachant que le livre du monde aurait été mis en œuvre par Dieu. Donc Derrida, c'est quelqu'un qui envisage l'écriture comme quelque chose qui ne peut plus s'appuyer sur un fondement transcendant, c'est plus un Dieu qui lui permet d'envisager le processus d'écriture, mais ce n'est pas davantage le sujet, en tant que le sujet serait celui autofictif peut-être, comme on voit dans la littérature parfois, ces mouvements d'autofiction qui conduisent à l'assomption de certaines vies qui ne sont pas intéressantes. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appellerait l'autobiographie, telle que Rousseau la pensait, ou même telle qu'on la retrouve chez Proust. Donc, Derrida, lui, s'est installé dans quelque chose qui glisse sans cesse, à la fois dans un écart vis-à-vis de tout fondement et dans l'impossibilité d'écrire simplement à partir de soi-même. Donc, il y a une espèce de double abandon qui fait dire à Derrida qu'au fond, la philosophie commence au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est-à-dire dans ces parages ultimes où la pensée est constamment en rapport avec un impensé, où la pensée est constamment sur la limite extrémale à partir de laquelle une pensée devient possible. Mais c'est une limite extrémale qui fait qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien, et on se retrouve alors du coup dans la figure de Descartes, dans les méditations métaphysiques, où Descartes, à un moment donné, dans son entreprise radicale de remise en question de la pensée occidentale, s'envisage comme dans la figure du noyé. Du noyé, c'est-à-dire de celui qui est en train de se noir. De sombrer. Justement, c'est de choix. Et justement, c'est très intéressant, puisque on peut reprendre, pour lancer le propos à partir de là, c'est qu'effectivement, chez Descartes, il y a le doute qui va passer aussi par les fables cartésiennes, qui est très très belle, puisque ça commence par l'information d'un homme devant son feu. Et à un moment donné, Descartes, effectivement, éprouve le sentiment de naufrage, de la perte, puisqu'il parle de la perte dans une forêt, il se sent perdu dans une forêt. Et donc là, Derrida, ça il l'entend très très bien, puisqu'il sent que, si on suit aussi votre courage, que là on revient au sens des mots. C'est-à-dire qu'une méthode, pour nous, maintenant une méthode c'est quelque chose de très rationnel. La méthode cartésienne, c'est une application démonstrative, mais la méthode, étymologiquement, signifie aussi le chemin, c'est le aller vers, c'est le cheminement. Et la métaphore est aussi, quelque part, un cheminement. Et c'est ce qui fait que Derrida, d'ailleurs, va s'intéresser aussi à la métaphore. Et donc là, chez Derrida, comme chez Deleuze, vous êtes aussi un grand spécialiste, il y a cette attention première à ce rapport entre philosophie et métaphore, et au rôle de la méthode. Donc justement, comment Descartes intervient dans la pensée de Derrida? Je pense qu'il est d'emblée au départ de l'ouvrage, et c'est fondamental, puisque ça a aussi été l'occasion d'en parler, d'un débat très virulent avec Michel Foucault, mais qui permet de penser vraiment aussi ce que Derrida voulait montrer en s'attaquant à Descartes, en montrant comment Descartes pense le cogito. Oui, donc c'est très complexe en tout cas. Ce que je peux dire, c'est qu'au fond, Descartes est dans cette posture de celui qui perd pied. Il dit dans la deuxième méditation, donc, il perd pied. Et sans avoir la possibilité de mettre la tête hors de l'eau. Donc il est effectivement dans cette posture extrêmement difficile
c'est celui qui non seulement perd pied, mais n'est pas en mesure de remonter en direction d'un horizon possible. Et pourtant, c'est à partir de là qu'il va déployer une possibilité de s'orienter dans la pensée. Chez Descartes, ce qui est intéressant, ce qui est important, au fond, c'est qu'il s'inscrit à une époque où nous avons perdu tout centre, toute périphérie, et d'une certaine façon, dans une époque où le géocentrisme était fortement contesté. Et du coup, la question qui intéresse Descartes, c'est comment se repérer dans une étendue qui n'est plus substantiellement articulée à un centre. On ne peut pas concevoir chez Descartes qu'on puisse partir de quelque chose qui serait donné comme un centre, puisque l'espace cartésien, la substance qu'il appelle l'étendue, est un espace partagé, pas partagé, c'est-à-dire qui se fragmente à l'infini, qui se fragmente en éléments qui eux-mêmes se fragmentent, tant et si bien qu'on ne touchera jamais aucun fond. Déjà, pour Descartes. Et que donc, du coup, c'est l'origine de la cendre, c'est l'origine de la poussière, c'est l'origine de ce qui, à l'origine même, est déjà dans l'écart. Ce qui, à l'origine même déjà, ne saurait exister par soi. De ce qui ne saurait se fonder sur sa propre assise, comme c'était le cas, par exemple, de l'atome et de l'atomisme grec, puisque l'idée d'atome, c'est l'idée d'individu, c'est-à-dire ce qui ne se divise pas. Et qui fait dire d'ailleurs à Épicure que si la division des esprits poursuit au-delà de l'atome, on perdrait toute possibilité de penser à quelque chose comme une substance. Et on serait face à un monde d'épisodes chaotiques. Et donc c'est ce chaos, en quelque sorte, que l'étendue cartésienne ne cesse de laisser émerger, avec néanmoins la possibilité d'informer ce chaos par à la fois le sujet qui s'oriente dans cet espace et Dieu comme axe absolu de toute fondation directionnelle, disons, de toute pensée enchaînée, méthodique dans l'ordre de la raison occidentale. Toujours est-il que chez Descartes, comme vous le signalez, on est perdu dans une forêt immense, il y a des processus d'orientation qui sont donnés, mais enfin, et souvent fait référence à Philippe Cavalier. On dit que Descartes perdu dans la forêt immense, c'est un cavalier qui erre, mais le rapport à l'animal ne me paraissait pas intéressant, ou à l'époque de Descartes n'était pas en tout cas mise en avant dans la philosophie cartésienne. Sans doute parce que l'animal a des potentialités d'orientation qui sont extraordinaires. Je doute fortement qu'on puisse faire la cohérence dans le registre de ce que c'est que le cavalier. Et donc, quand je pense au cavalier, je pense également au chevalier. Et que l'homme est ici dans un rapport à l'animal où son propre nom bascule en direction d'une association qui n'est pas une métaphore. Une association qui n'est pas une métaphore au sens strict, puisqu'elle vaut elle vaut davantage comme une métaphore qui s'est, disons, usée. Donc une métaphore dont on aurait oublié le sens. Quand je dis chevalier, personne n'entend la figure du cheval. Ou en tout cas l'association du couple que constitue le cheval et l'homme dans une espèce de trajet métaphorique, dans une espèce de transport qui ne fait plus sens aujourd'hui en fonction. Pourquoi? Parce que l'usure de la métaphore, le fait d'utiliser les figures mêmes du discours et de les répéter dans une répétition qui devient un ressassement, rend la métaphore inaudible. Et donc, si vous voulez, le chevalier, c'est un drôle d'insecte, même je dirais, parce qu'il est pris dans un rapport à la fois à l'animal, mais également à l'armure, au métal. Il y a quelque chose de robotique dans l'articulation même de ce que c'est que le rapport de ce robot métallique au
cheval qui repose sur des étriers, il va les supposer un étrier pour que effectivement un chevalier puisse tenir sur la monture. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est au fond que autant au Moyen-Âge, cette association entre l'animal et l'homme via la machine qui constitue cette armure complètement qui aurait de l'insecte, enfin, des élytres de coléoptères, je ne sais pas, des partout. Et donc ça, c'est quelque chose que Derrida, à mon avis, va essayer de penser dans ce qu'il appelle la question de l'animal au niveau de son dernier séminaire, la Bête et le Souverain, ou si vous voulez, toute l'orientation de la pensée va être prise non plus dans une rationalité qui relèverait de la déduction telle qu'elle est conçue chez Descartes de façon presque moré-géométrico, enfin je veux dire de façon presque géométrique, il n'y a plus ça dans la pensée contemporaine, il y a une espèce de retour à l'animal, et à la machine aussi, d'une certaine manière, à la technique que Deleuze et Derrida ont pensé de façon assez conjointe.